va démarrer. Bonjour. Merci de participer à cette conférence. Alors, vous devez certainement vous poser la question de ce titre. Les données de vos actifs ont aussi de la valeur. Et d'ailleurs, le mot actif, on peut le mettre au début ou on peut le mettre à la fin. En fait, la question de la donnée se pose souvent avec le premier, c'est le RGPD. Qui aurait dit RGPD en numéro 1 dans la salle quand je parle de la donnée? La numéro 2, c'est le big data, data scientist. En fait, il se passe plein de choses dans la donnée qui circule. Et nous, on va s'intéresser à la donnée qui circule dans les systèmes d'information, qui circule dans la ville, dans les chaînes logistiques. Et en fait, et toutes les valorisations, les retours d'expérience de valorisation de ces données-là. Et donc, on va essayer de contraster aussi l'industrie avec le secteur public, parce que la donnée circule aussi dans la ville. Et donc, j'ai laissé présenter les deux invités. Donc, Mireille à la métropole de Marseille. Oui, bonjour, Mireille Ril, donc je travaille à Métropole Aix-Marseille-Provence, métropole qui a été créée en 2016. Voilà, après je rentre peut-être plus dans le détail ou je présente plus dans le détail. Ouais. On va juste passer et juste après Dominique. Bonjour, je m'appelle donc Dominique Guiffard et je suis le CTO du groupe Savencia. Alors Savencia, ça vous dit certainement pas grand-chose, mais en France, donc c'est un groupe qui fait 23 000 personnes et 6 milliards de chiffre d'affaires et qui transforme du lait en beaucoup de choses, du beurre, de la crème, des desserts, qui rentrent dans certains produits, dans la composition de certains produits pharmaceutiques. Et nous allons du Japon à la côte ouest des États-Unis. Et donc, parmi les marques un petit peu plus connues, donc Caprice des Dieux et Torquay, Elevire, la Maison du Chocolat, Bordeaux Chanel. La Raclette Richemont. Voilà, donc, exact, Richemont. Un peu chaud. En France. Alors justement, on va commencer par toi. Donc on a des produits frais, on a des données qui sont fraîches aussi, qui intéressent tes consommateurs. Comment finalement, comment ces données sont valorisées finalement? En quoi est-ce que ton consommateur est intéressé par des données de production associées à la production de ces produits? Ouais, alors le groupe Savencia, en fin de compte, si on se positionne sur la chaîne de valeur, on est en amont, donc on collecte notre matière première, on la transforme et on la vend à des distributeurs. Donc on est B2B, on n'est pas B2C. Donc à partir de ce moment-là, tout ce qui est consommateur final, client, on va récupérer ces informations par des deals que nous allons faire avec les distributeurs. Donc des partenariats, on a aussi nos sites web et aussi nos réseaux sociaux qui nous permettent de capter de la donnée, mais pas suffisamment en volume pour en tirer des éléments probants de statistiques ou d'analyse de valeur des clients. Donc cet aspect aval sur la partie utilisateur, on va l'adresser d'une autre manière, on l'achète et ainsi de suite, mais c'est plutôt la dimension amont avec, depuis la collecte des données, il faut savoir que chaque année nous collectons plus de 5 milliards et demi de litres de lait dans le monde. Et cette collecte, dès la captation, la collecte de lait, le lait est analysé. Le lait est analysé, il peut être refusé, mais à un moment donné, il doit être parfait, une certaine qualité. D'ailleurs, la nature de lait, même dans une même exploitation, varie en fonction de l'année, du moment dans l'année. Et à partir de ce moment-là, cette matière première, cette valorisation, cette transformation dans nos usines, que ce soit pour de la crème, du beurre, des fromages ou ensuite finir, on va décomposer le lait avec ces différents ingrédients pour aller vers l'industrie pharmaceutique, nos usines vont capter le maximum de données. Alors, à l'heure actuelle, on est en pleine transformation digitale de nos usines. Malheureusement, on ressaisit encore beaucoup trop de choses, mais je vais l'expliquer. Mais effectivement, c'est toute cette information essentielle sur la traçabilité de l'information, la manière dont on transforme cette matière première essentielle et comment, au bout de la chaîne, je vous ai dit qu'on est très focusé sur la partie amont, mais au bout de la chaîne, ces données compilées vont avoir de la valeur pour la traçabilité sanitaire. L'utilisateur final, le consommateur final, maintenant veut savoir ce qu'il y a dans son assiette. D'ailleurs, on est obligé même des fois de contrarier certaines applications qui vont donner la valeur énergétique ou si c'est du bon, vous mangez bien ou pas bien, puisqu'à un moment donné, quand vous mangez 20 grammes de fromage, on va vous dire c'est pas complet, vous êtes complètement déséquilibré. Donc il faut qu'on rétablisse que le fromage, en tout cas ou la crème, intervient dans un repas complet et qu'il ne faut pas prendre l'aliment en tant que tel, unique aliment dans un repas, ce qui est déséquilibré.
Donc toute cette information et cette donnée va servir à donner une importance ou du moins va renseigner l'utilisateur final, le consommateur, sur la qualité et la traçabilité de ce qu'il est en train de manger. Et donc la DSI, en fait, fournit les infrastructures, les applications pour tout au long de cette chaîne, collecter la donnée, la stocker pour l'amener, la certifier, on va dire. Alors, ce sont du moins des transformations en cours. Au sein du groupe Savenside, nous avons une centaine d'usines dans le monde, dont une grosse trentaine qui se rendent d'une manière significative dans le chiffre d'affaires de ce groupe. Et donc, on va commencer par ces usines. On va appliquer un certain nombre d'éléments, mais je sais qu'on y reviendra. Et pour que, depuis le début, les citernes qui passent dans la Pampa, en Argentine ou en Allemagne ou en Russie pour capter ce lait, y ait les informations les plus fraîches immédiatement. Donc, il y a des systèmes locaux. Et puis, on a une ambition, et là, je vous parlerai au futur, on a une ambition qu'à un moment donné, il y ait un peu plus de raffinage d'informations de ces données dans une autre dimension qui est un peu plus en cloud. D'accord. Donc fraîcheur des produits, fraîcheur des données, valeur. Temps réel, on essaye d'aller temps réel. Mireille, dans une ville, parce qu'on va essayer de contraster un peu ça. Oui, ça contraste. Alors déjà, peut-être nous rappeler un peu une métropole, qu'est-ce que c'est par rapport à ma mairie Donc la métropole d'Aix-Marseille-Provence a été créée en 2016. C'est donc la fusion de 6 territoires. Et en termes de chiffres, je dirais, ce sont 92 communes qui donc sont dans le giron de cette métropole, mais les compétences d'une métropole ne sont pas les mêmes qu'une commune. Nous avons l'aménagement, nous avons l'habitat, l'économie, l'environnement, et quoi d'autre ? Et la mobilité, pardon. Voilà. Donc, en fonction des compétences, ces données dont on parle dans le domaine de Dominique, c'est pas tout à fait les mêmes, bien sûr. Donc, nous avons déjà, en tant que collectivité, l'obligation d'ouvrir nos données. Donc, ça s'appelle l'open data. Toute commune de plus de 3500 habitants est tenue d'ouvrir ses données. Donc, dans ce contexte, la métropole a fait le choix d'avoir sa propre plateforme pour ouvrir les données. Or, comme notre collectivité est assez récente, on a 6 DSI à l'origine, donc 6 systèmes informatiques. Ce que vous pouvez imaginer, c'est qu'il a fallu donc déjà consolider les RH, les finances, etc., pour arriver sur des process uniques. Donc, on s'est rendu compte rapidement qu'on partageait des données avec des systèmes qui n'étaient pas forcément communicants. Et donc, cette plateforme est devenue aussi un outil pour nous de communication interne. Donc, en fait, on en a fait le référentiel, l'endroit où la donnée est déposée et garante des services, alors des services métropolitains dispatchés sur plusieurs territoires, mais donc on a fait ici, dans ce lieu, cet espace, une plateforme de données. Alors pour l'instant, nous sommes sur des données froides, c'est-à-dire ce sont des données de type point d'apport volontaire, des informations un petit peu... Mais il y a aussi des données obligatoires. Donc, je disais dans le cadre de l'open data, excusez-moi, je suis un peu... Voilà. Donc, dans le cadre de l'open data, on a l'obligation d'ouvrir nos données dans le cadre de la transparence de l'action publique. Et nous ouvrons les données de type subvention, marché public, etc. Ça, ce sont les données qu'on met forcément sur notre plateforme. Ensuite, en interne, on partage des données interservices, mais aussi avec des partenaires, voire des prestataires, pour travailler et apporter un plus en termes de data et faire parler ces données pour qu'elles ne restent pas dans un service à ne pas être utilisées alors qu'elles ont un potentiel important. Donc, on a plusieurs projets. Donc, je vais parler d'un projet qui va être un peu plus... C'est pas du fromage, mais c'est pas du lait, mais bon... La problématique actuelle, on se pose la question des îlots de chaleur dans notre communes. Dans certaines communes, il y a vraiment des problèmes de chaleur. Donc, on a décidé d'implanter des capteurs de température. Ces remontées de données vont être stockées, vont être agrégées avec des données en lien avec la densité de la population qui se trouve dans ces secteurs et l'activité aussi économique qu'il peut y avoir dans les secteurs où on aura mis ces capteurs. Ils seront une trentaine, ils vont être installés le 1er juillet. L'idée étant, alors c'est peut-être moins simple à expliquer, mais c'est dans le cadre par exemple du PLU, donc le plan local d'urbanisme, l'aménagement,
dire peut-être qu'il manque des espaces verts, il manque des espaces à certains endroits, et donc qualifier et améliorer le plan local d'urbanisme dans ce cadre-là. Voilà un exemple de... Alors, c'est pas une action directe, la donnée n'est pas vraiment prise en compte par l'usager, mais c'est quand même l'amélioration de la qualité de vie. Dans ce but-là, la donnée, on la fait parler et on la croise avec d'autres informations. Alors, ce qui est intéressant, c'est par rapport à l'usine tout à l'heure, qui est effectivement avec le produit, on voit que l'usine, là, c'est la ville, et en fait, on a aussi besoin de déployer des capteurs pour savoir la température à différents endroits dans la ville, la circulation, et ainsi de suite. Donc, en fait, on a besoin de connaître la ville, et c'est ce qui vous sert en transversalité. Sur la partie citoyen, sur la partie circulation, les données de circulation qui sont utilisées par les citoyens avec nos smartphones et autres, est-ce qu'elles viennent enrichir aussi ce modèle ? Oui, on a passé une convention avec Waze en l'occurrence. Donc les Wazers sont des personnes qui nous renvoient des informations que nous collectons. Ça nous permet de travailler. En l'occurrence, nous avons des tunnels dans le centre-ville de Marseille. La fermeture d'un tunnel, ça a un impact au niveau de l'aérien. Il y a forcément des congestions qui vont être constatées. Et donc, grâce à ces données et au croisement de ces données avec des événements, on parlait tout à l'heure d'un match, le stade de l'OM étant pas loin d'un tunnel, bien évidemment, on évitera de fermer le tunnel le jour où il y a match. Mais on croise donc ce type de données pour voir un petit peu quelles solutions on peut apporter, quand est-ce qu'il faut éviter d'enchaîner la fermeture de certains tunnels, ou plutôt enchaîner la fermeture des tunnels parce que c'est plus pratique, voire même on analyse, on fait des tests avec des fermetures décalées d'une demi-heure, ce qui nous permet de voir avec les données Waze que nous récoltons et que nous agrégeons pour voir les signalements qu'il peut y avoir à ce niveau-là, et on essaie d'améliorer ainsi le service à l'usager. D'autres services à l'usager, on a mis en place une application mobile qui permet d'informer l'usager du type, alors je ne sais pas si j'en dis trop, mais voilà, on a les parkings, en l'occurrence, on a le parc national des Calanques qui est très engorgé l'été, avec des parkings qui sont saturés. Donc on va expérimenter le parc national des Calanques étant dans notre métropole, si vous ne suivez pas trop Marseille. On va essayer de faire profiter d'une information sur le remplissage des parkings. On va faire même participer les usagers et sous forme de nudge, on va les récompenser. C'est-à-dire qu'on va pouvoir pré-réserver des places. On va pouvoir y aller sans avoir pré-réservé et on va pouvoir aussi informer du niveau de saturation du parking sans faire des installations trop complexes ou en mettant un parking payant ou des choses comme ça. On va essayer d'évaluer et de faire participer les citoyens pour nous informer. En contrepartie, on va essayer sous forme de nudge, donc de leur donner, pourquoi pas, s'ils participent à ce partage de données, de leur donner, pourquoi pas, un déplacement avec la navette pour aller sur le Frioul, ou pourquoi pas, on a des activités culturelles, obtenir des réductions sur des spectacles. Voilà. D'accord. Alors, ce qui est intéressant, et un petit peu les échanges qu'on a vus, c'est que donc on voit le citoyen, finalement, c'est un peu les différents capteurs de ta chaîne logistique qui va aider soit dans le long terme pour planifier l'évolution de la ville, soit dans le court terme pour signaler le sujet parking. En fait, il y a le côté symétrique côté opérateur, puisqu'il s'avère que j'anime votre table ronde, mais je suis aussi opérateur côté Suez, avec les systèmes d'information de Suez dans certaines villes. Et c'est vrai que quand les signalements citoyens arrivent par la collectivité, à ce moment-là, nous, on doit, en tant qu'opérateur, on a un contrat de service, on doit aller collecter un point d'apport volontaire, on doit aller réparer une fuite. Et donc, on a bien une circulation de données qui a démarré sur une application mobile de la collectivité, qui est arrivée au niveau éventuellement au départ peut-être de sa mairie, parce que c'est à ce niveau-là que ça se joue, puis de la métropole si c'est sa compétence. Puis ça arrive sur l'opérateur qui va faire le travail, qui va ensuite l'envoyer à ses équipes dans son propre système d'information, qui va ensuite faire le travail et signaler que le travail a été fait pour que la mairie puisse rendre compte derrière. Donc on voit toute une chaîne logistique qui est celle du service, qui n'est pas la chaîne très intégrée qu'on a dans usine vers distributeur, vers consommateur, mais quelque part, il y a bien un producteur de service, il y a bien un distributeur du service qui est la collectivité, et il y a bien un citoyen derrière. Et on a toute cette chaîne-là. Alors, une question que j'avais... Elle existe exactement, cette solution, elle s'appelle EAQ chez nous, engagée voilà. au quotidien.
Voilà, engagé au quotidien. avec le signalement et le retour d'informations aux citoyens une fois que Voilà, l'action ouais. est menée. Je parlais de la Cérable, en fait, Voilà. qui gère l'assainissement à Marseille. À Marseille. Ouais. Alors par contre, on a abordé le sujet open data et on est quand même donc on voit bien là, les deux chaînes de production, services, produits, la circulation de cette donnée. Mais par contre, en termes de valorisation, finalement, l'open data c'est gratuit. Oui. Donc comment je valorise gratuitement de la donnée? Alors là, j'ai compris, Dominique, lui, il allait le valoriser avec une meilleure productivité sur de ses services gagnés. Mais Alors il reviendra dessus. je fais partie d'une association qui s'appelle Open Data France. C'est vrai que souvent, la question, c'est de savoir comment réutiliser notre donnée. Alors, on met en place ce qu'on appelle des hackathons. Ça nous arrive de travailler avec des écoles, en l'occurrence. Et on essaie d'animer et d'inventer de nouveaux usages à partir de données. Donc, en l'occurrence, dernièrement, on avait fait un hackathon qui était sur les points hauts et incendies. On a beaucoup d'eau. Les points hauts et incendies, ce sont les bornes incendies que l'on trouve. On a beaucoup de captages d'eau illégaux. Et donc, voilà un cas d'usage. La donnée, donc on a mis un capteur qui permet de savoir si la borne est modifiée pour capter de l'eau. Une chute de pression. Voilà, une chute de pression. Et du coup, on a une remontée de données et on a donc un signalement nous permettant de dire attention, il y a un problème, soit une fuite, soit... On a fait ceci aussi pour on a quand même pas mal de problèmes d'incendie en Provence, quand il y a surtout le Mistral et une période de sécheresse. On a mis comme un système, je dirais, de chasse d'eau. Donc on a mis des capteurs sur les réserves d'eau. Et quand le capteur est à son niveau bas, soit il y a une fuite, soit il y a aussi une exploitation de l'eau. Donc je ne sais pas si je réponds exactement à la question, mais voilà un petit peu tous les usages qui peuvent être faits. Donc là, la valorisation, elle est faite par d'autres acteurs, en passant par exemple par un hackathon qui va permettre d'identifier des nouvelles applications qui vont ensuite permettre d'aller réduire peut-être des nuisances liées à des bornes, liées au fait qu'une borne d'incendie ne soit pas disponible au moment où on a besoin d'un incendie. Voilà. Donc c'est pas tant la donnée qui, au moment où on la libère, à la limite on la libère gratuitement, mais par contre on sait que son impact aura de la valeur. Donc en fait, il n'y a pas uniquement la valorisation de la donnée, il y a la valorisation finalement de l'usage de la donnée. Exactement. Alors, juste derrière. Voilà, c'est plus l'usage. Mais après l'usage, on peut pas... Des fois... On le connaît pas avant. Voilà, on le connaît pas avant. Je veux dire, qui est capable de dire, je vais déposer... Moi, je vais me dire, non, ça sert à rien. Qui va se servir de cette donnée? Au final, on me la réclame. Donc, vous n'avez pas remis à jour. Alors, le petit défaut, c'est qu'on a du mal à savoir les réutilisations qui sont faites. Sauf si on anime des hackathons, mais on a souvent... Ou alors, si on s'en rend compte quand la personne nous dit « mais j'arrive plus à accéder à votre donnée ». Oui, ça c'est oui, effectivement. Voilà. DC, c'est pareil. Quand on arrête un fichier, généralement, tous ceux qui l'utilisaient nous appellent. Voilà. D'accord. Très bien. Dominique, toi, de ton côté, en matière cette donnée, elle améliore la précision aussi du suivi en termes de valeur, alors, traçabilité, tu en as parlé, mais peut-être plus fin. Je vais donner deux exemples. Le premier exemple, prenons le Caprice des Yeux, qui est quand même le produit star dans ce groupe. Et il faut savoir, et je l'ai indiqué, que la qualité du lait varie en fonction du moment de l'année. Le lait de printemps, qu'on soit dans le monde, est de meilleure qualité qu'un lait un peu plus dans l'hiver ou dans l'automne. Donc à un moment donné, il faut savoir que les qualités, les caractéristiques de nos fromages doivent perdurer dans le temps. Donc nous allons adapter, la recette reste toujours la même, mais nous allons adapter aussi les ingrédients, leur quantité, pour que ces caractéristiques restent identiques quel que soit le moment de l'année où a été fabriqué ce fromage, cette crème, et ainsi de suite. Donc il va y avoir localement des analyses de données qu'on estime en temps réel pour pouvoir, d'un point de vue qualité de nos produits, que ça soit identique chaque année. Et puis l'autre élément, il faut savoir qu'une usine, c'est un énergivore en énergie, par définition. On consomme beaucoup d'eau, on consomme beaucoup de carburant pour alimenter tous les systèmes. Et là aussi, on est obligé de mesurer tout. Et il y a un élément, du moins un paramètre important dans le monde industriel que chaque directeur d'usine suit, ça s'appelle le TRS, le taux, ça y est, j'ai oublié, synthétique, mais le R, j'ai oublié, bon bref, c'est ce qui mesure l'efficacité, l'usage de nos machines pour faire un process, pour traiter quelque chose. Donc à partir de ce moment-là, cette information, elle est vitale pour nous. On regarde si nos machines sont bien utilisées
dans le temps imparti. Et donc là aussi, la captation des données, et qui plus est en temps réel, le côté temps réel, tu l'indiquais Mireille, mais chez nous aussi c'est important, ce qui avant était saisi, ressaisi, on avait estimé que par jour, les équipes perdaient 30% de leur temps à saisir et ressaisir de l'information. Donc avoir des capteurs et que cette transformation digitale amène des workflows de données complets au sein de l'usine, on économise 30% pour chaque collaborateur. Et pour un chef d'équipe, on avait même mesuré à plus de 2 heures de gain par jour en évitant de retraiter, de corriger ces données. Donc la digitalisation est hyper importante et la valorisation de la donnée se fait aussi au travers des bénéfices en énergie, en temps et en économie. Donc ça, c'est hyper important. Et puis à partir de l'autre moment, c'est quand localement vous avez ces informations, vous allez pouvoir aussi benchmarker les usines. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'efficacité des usines vont être mesurées, vont être comparées pour pouvoir reprendre les bonnes pratiques. Et tout ceci se valorise dans l'efficacité, le fait qu'il y ait moins de pertes de matières premières, moins de rejets. Nous avons des stations de retraitement d'eau parce que justement, à un moment donné, ce process, il y a de l'eau qui n'est plus, du moins, il n'y a plus de minéraux dedans. Elle est d'une fadeur à pleurer. Mais on s'en sert pour faire nos produits. Donc tout ceci doit être retraité, valorisé en temps réel. Donc la donnée, elle est la valeur pour le consommateur final, pour savoir ce qu'il mange. Et s'il y a des rappels sanitaires, et en France, pour être très transparent, il y en a tous les jours, ce que les gens ne savent pas. C'est pas Savencia, mais l'agroalimentaire est quand même énorme dans notre pays. Mais des rappels sanitaires, il y en a énormément. Et on rappelle des lots entiers. Donc en termes de pertes, c'est considérable. Et la précaution sanitaire que l'industrie agroalimentaire suit, c'est qu'il n'y a pas on ne fait pas dans le détail. À un moment, on reprend tous les lots des 6 derniers mois et on fait ce genre de choses. Donc quand on arrivera à avoir une qualité de données temps réel et à mettre un point unitaire sur chaque produit, on sera capable de mieux cibler les rappels un peu partout. Et est-ce qu'on peut imaginer, comme ça a été montré dans la métropole, que finalement le consommateur intervienne lui aussi et, entre guillemets, signale, ou que vous capturez l'information qui remonte vers votre production pour vous informer? Exact, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le consommateur qui va devenir clé. D'ailleurs, on parlait de citoyenneté, mais le consommateur est citoyen et acteur maintenant de beaucoup de choses, et qui plus est de sa nourriture. L'agri-food, comme on l'appelle maintenant, c'est un enjeu sociétal, c'est-à-dire que les gens veulent manger sain. Le confinement nous a démontré qu'à un moment donné, il y avait des vraies valeurs qui étaient remises derrière tout ça, et toute cette industrie est en train de changer. En France, c'est énorme. Dans d'autres pays du monde, je vais être très clair, en Chine, il y a plus d'importation de lait qu'il n'y en a sur place, donc c'est bien pour Savencia, mais à un moment donné, il y a des graves problèmes sanitaires. Donc tout ceci fait que le citoyen, acteur, veut de l'information jusque comment les vaches sont traitées chez tel agriculteur, comment le lait a été capturé, comment il est pasteurisé. Au risque de décevoir les puristes en termes de goût, mais dans notre industrie, on pasteurise tout immédiatement. C'est le premier process. Et donc là aussi, ça doit être démontré que le fromage est pasteurisé pour éviter des risques sanitaires plus tard. Et donc, la boucle de rétrocession, de rétrofil d'informations du consommateur, c'est qu'à un moment donné, il va donner un indice de satisfaction sur est-ce qu'il a trouvé la bonne donnée, s'il était content de la donnée, voire à un moment donné donner des réactions, et on doit devoir les publier puisqu'il va y avoir une grande transparence. D'ailleurs, le groupe est en bourse, et la transparence sur la nourriture de qualité va devenir un critère qui est visible par les actionnaires et établi dans les rapports d'activité, les rapports de chaque année de ce groupe. Et là, on va au-delà d'une fameuse Nutri-Score qui a été citée tout à l'heure, puisqu'on est sur l'information individuelle du lot et pas sur les caractéristiques génériques qui sont... Exact. Le futur autour de la blockchain va être également un enjeu fabuleux. Cette blockchain, on en parle beaucoup, il y a de grandes expérimentations qui se font de plus en plus depuis 2 ans. Les distributeurs essayent de créer des chaînes à eux pour capter cette information. Les producteurs que nous sommes, je peux parler aussi des confrères qui sont dans la viande, dans le poisson, ainsi de suite, veulent avoir aussi leur chaîne pour éviter qu'on soit captif
d'un X ou d'un Y, je ne vais pas citer de nom, mais des grandes marques de distribution, c'est-à-dire qu'ils vont capter l'information et nous, on ne pourra pas dire d'où vient l'information et être complètement transparent. Donc actuellement, on n'est même plus dans la technologie, parce que la technologie, elle n'est pas là, il faut simplement faire baisser les coûts. Parce que quand vous achetez une brique de lait à 2 euros ou 3 euros, si le tagage ou la blockchain représente 50 centimes, vous voyez que la quote-part, elle est quand même un peu importante. Donc c'est tout ça, c'est l'industrialisation de ces éléments, de ces solutions qui vont faire baisser le coût pour apporter plus de traçabilité et plus de valeur à l'information. D'accord. La blockchain, c'est une technologie très décentralisée. Après, il n'y a pas de point central. Est-ce que ça veut dire que ce type d'infrastructure, pour la gestion de vos données, va vers quelque chose de plus proche, plus local, plus centralisé? Alors, on va dire moins cloud? Il y a deux effets. Autant avec Mireille, justement, on voit que la transparence pour le politique, c'est important. C'est justement un élément important à faire savoir. Il faut savoir que la blockchain, c'est peut-être décentralisé, mais il y a aussi l'entreprise qui est à l'initiative de la blockchain pour démontrer que la traçabilité de toute une garantie d'un produit, d'un type de produit, ainsi de suite. Et souvent, cette information, elle peut être oubliée à certains moments. Donc, il va y avoir des combats entre les distributeurs, entre les industriels de l'industrie agroalimentaire, pour pouvoir démontrer que la garantie, elle se fait dans chaque maillon et que le consommateur final est celui qui va gagner. Mais la blockchain, qui est une solution décentralisée, ne fait pas tout en termes de garantie de l'information, de dire on n'a pas occulté un certain nombre d'informations. Et le stockage, lui, par rapport à la gestion de la donnée Alors, il y a deux éléments, c'est-à-dire que la donnée, lorsqu'elle est utilisée, je vous ai parlé du TRS, pour piloter nos équipements et puis réajuster la recette en fonction de la qualité du lait. C'est pas qu'il n'est pas bon, c'est qu'à un moment donné, un lait est différent. Donc, les systèmes sont locaux. Dans le groupe Savencia, on a une grosse stratégie mondiale au niveau de Move to Cloud. Et donc, on achète des services de PaaS et de IaaS sur les continents. Et on a étudié cette solution pour nos usines. Et il est avéré que les capteurs, les robots ou le pilotage de nos chaînes étaient trop dépendants de la distance à partir de laquelle nos serveurs étaient déportés. Donc, à partir de ce moment-là, il fallait laisser nos serveurs. Et c'est là que, simplement, c'est qu'il fallait qu'on renforce la cybersécurité, il fallait qu'on mette plus de performance, plus de résilience dans nos serveurs. Et on a donc étudié une stratégie de edge computing. C'est-à-dire, si d'habitude, on oppose le cloud computing avec le edge computing, pour nous, il y a une convergence de points de vue, puisque les technologies sont la plupart du temps les mêmes. Simplement, c'est que pour des raisons de latence, ou du moins de pilotage de nos process, de nos usines, il valait mieux laisser les back-office dans les usines pour piloter nos chaînes et ainsi de suite, capter les données, raffiner les données, voire même des traitements ou des benchmarks que j'indiquais inter-usines étaient envoyés dans le cloud pour que ce soit le cloud qui le traite. Mais le pilotage des usines fin au niveau industriel, il se fait en local dans des plateformes de edge computing qui sont, je vous dis en termes de technologie, pratiquement identiques à ce que nous avons dans les data centers as a service que nous avons un peu partout dans le monde. Donc on a une augmentation des données, on a vu cette valorisation et on a de plus en plus quand même un stockage local. Alors Mireille, on parle beaucoup de cloud souverain depuis un certain temps, mais on ne le voit jamais arriver. La doctrine d'une métropole, c'est par rapport à ça, c'est quoi? C'est de se dire, allez, on va stocker tout chez nous et on va gérer ça tranquille. Ben non. Non. Pas vraiment. Mais oui, dans le cadre de certaines données, elles sont stockées chez nous. Par contre, dans le cadre des données sur lesquelles je travaille, les données sont stockées sur le cloud. D'accord. Donc aujourd'hui, on a une solution qui s'appelle Open Data Soft, qui est une solution assez présente dans dans le cadre de l'ouverture des données, dans le cadre de l'open data. Et on se pose la question, c'est très pratique pour traiter nos données, je dirais, froides, mais les données chaudes, les remontées des capteurs, etc., on se pose la question, en effet, de prendre une solution cloud. Voilà. Après, française, voire européenne. Voilà, donc c'est là qu'il va falloir que le fameux cloud souverain arrive à émerger. Peut-être qu'on a parlé de cette souveraineté, mais qui dit données dit aussi sécurité. On ne peut pas aborder le sujet. Qu'est-ce que ça a changé surtout en matière de cybersécurité, parce que la donnée locale, plus d'infrastructure edge, plus de responsabilité sur la DSI pour sécuriser ce type de données, ou alors au contraire... Alors, je ne vais pas, du moins,
je vais faire une réponse pour Saventia, mais je sais qu'un certain nombre de collègues dans le monde industriel sont un peu comme ça, mais je ne vais pas faire une généralité, mais on s'est quand même aperçu que le monde de l'IT et le monde de la partie industrielle, qu'on appelle l'OT, c'était deux mondes bien séparés, et que pour que nous, de la DSI, nous rentrions dans les usines, à un moment donné, il fallait qu'on attende un peu. On avait beau sonner à l'entrée de l'usine, on ne nous laissait pas rentrer. On va dire qu'il y a une méfiance du monde de l'OT vis-à-vis des informaticiens. Le jour où vous verrez un informaticien, du moins on sera autorisé pour dire on met un antivirus ou quoi que ce soit sur un PC qui pilote un robot ou une chaîne de process, c'est quand même assez compliqué. Donc il y a d'abord une méfiance. Donc il a fallu à un moment donné qu'on leur démontre que les usines dans lesquelles l'IT ne venait pas ou on n'avait pas enclenché une protection de nos usines, elles étaient à risque. Regardez un peu les exemples à l'heure actuelle de toutes les organisations qui sont attaquées. Eh ben, le monde industriel s'en prend plein la tête, excusez-moi de le dire comme ça, parce qu'à un moment donné, les cyberattaquants sont aussi du moins pas fous, c'est qu'ils savent quels sont les endroits où il y a des investissements en cybersécurité et en protection, et là, il n'y en a pas. Et le monde industriel, malheureusement, a fait la démonstration qu'il a trop tardé, je ne parle pas que pour Saventia de manière un peu globale, à se protéger. Donc, il y a une course, il y a aussi un choc des cultures, un patron d'usine et un directeur de système d'information, à un moment donné, ils ont du mal un peu à se parler. La notion de temps n'est pas la même dans le monde industriel. Quand il y a des investissements dans une usine, quand vous avez des grandes cuves de refroidissement et ainsi de suite, c'est des choses qui vont durer son investissement pour 20-25 ans. Nous, on arrive, quand on dit au fait, il faut changer d'antivirus tous les 3 ans, on va dire, mais t'es gentil, mais j'en ai acheté un il y a 3 ans, je ne vais pas en changer. Ça doit durer tant de temps. Donc la notion de temps, il y a la culture, la notion de temps, et puis il y a bien sûr la pédagogie. La pédagogie, donc ça prend beaucoup de temps. Et quand on arrive avec nos gros sabots de l'IT, de la cybersécurité, on dit, bon, avant de commencer à travailler avec vous, on va quand même faire un petit point et un audit de cybersécurité. Et là, ils disent, mais vous êtes qui pour penser que c'est nous les méchants? Mais on ne pense pas que vous êtes les méchants. Simplement, c'est qu'à un moment donné, on vient regarder ce qui se passe. Et de vous à moi, ils font quand même beaucoup plus confiance à des partenaires et à des mainteneurs, des télémainteneurs qui interviennent depuis l'extérieur dans leurs usines qu'à des gens de la DSI du même groupe. Donc il a fallu renforcer tout ça, donc ça prend un peu de temps, mais on fait des démonstrateurs, on choisit nos batailles, on choisit le directeur d'usine qui a compris ce qu'il fallait pour qu'il serve d'exemple à tous ses autres collègues. On essaie comme nous sommes un groupe mondial, d'avoir aussi, dès que des nouvelles usines se construisent, d'y mettre les bonnes pratiques immédiates, et à partir de là, ce sont des démonstrateurs et les autres, du moins, voient un peu ce qu'on y fait et le gain. Et honnêtement, on fait simplement passer des statistiques et des témoignages de l'activité des cyberattaquants à l'heure actuelle. En 2021, les premiers 6 mois ont été juste un nombre fabuleux, du moins fabuleux, c'est pas le terme, mais fou, de structures industrielles qui ont été attaquées rien qu'en France. Donc ce besoin sur les données a changé finalement un peu la posture, ou du moins a augmenté la légitimité même si de la DSI vis-à-vis des patrons d'usine sur ce sujet-là, et pour travailler plus globalement. Mais il y a des chocs culturels. Ouais, c'est ça, voilà. Ouais. Mireille, alors la DINSIC, c'est la direction de l'innovation numérique et des systèmes d'information. Donc cette innovation numérique qu'on voit avec les services smart, avec cette collecte de données dans les îlots de chaleur et autres, comment ça se met en place avec les métiers? Parce que généralement une DSI, elle attend qu'un cahier des charges arrive, elle va acheter le meilleur logiciel et le délivrer. Là, on est en train d'inventer le besoin en même temps. Alors, le principe est assez simple. On est parti du postulat que c'est du donnant-donnant. C'est-à-dire que le métier, on arrive à capter de la donnée. Et pour nous, il faut qu'il en tire un intérêt. Alors, je vais vous donner un exemple. On gère des défibrillateurs. Donc, la compétence est métropolitaine. Il y a une plateforme nationale où il faut que soit saisi l'ensemble des données sur les défibrillateurs avec leur état de fonctionnement, etc. Où ils sont localisés? Où ils sont localisés. Alors, bien sûr, je ne sais pas si le terme vous parle, SIG, un système d'information géographique. Donc, on a une plateforme qui est totalement interopérable avec notre SIG. Donc, on a géolocalisé l'ensemble de nos défibrillateurs
en précisant même l'étage, si c'est un étage, etc. Donc, toutes ces données sont saisies, mais bon, parfois, les données ne sont pas forcément parfaites au niveau de la plateforme nationale, mais il faut les pousser quand même pour qu'elles soient présentes et qu'elles soient réutilisées, en l'occurrence, par toutes sortes d'applications qui permettent de dire, d'un point de vue de santé, vous avez une solution ici. Donc, pour ce service, aujourd'hui, la seule solution, c'était de pousser un fichier Excel tous les mois et d'essayer d'alimenter, et sans pouvoir prévoir de mettre du matériel en... Il était obligé de détruire un défibrillateur pour le mettre en stand-by, en quelque sorte, pour dire qu'il n'était pas disponible, et le recréer après. Parce que, il y avait tout un système. Là, en l'occurrence, donc on a mis en place cet outil qui a permis de passer par la plateforme. C'est nous qui poussons la donnée et le citoyen est informé en temps réel sur l'information telle qu'elle est dès qu'il y a une modification dans l'appli au travers de notre plateforme, et on la pousse sur la plateforme nationale. Donc voilà comment on opère sur D'accord. Et l'application est pilotée par le métier, c'est le métier. Exactement, Métier, voilà. Et donc nous, la restitution au métier, c'est pouvoir justement lui donner une information géolocalisée avec une carte toute simple, ne serait-ce que ça, dire là c'est rouge, ça marche pas, là c'est vert, ça marche. Avoir une carte. Il y a 2 mois de ça, j'ai eu un service pour montrer l'intérêt qu'on peut apporter à un service qui gère le foncier qui nous appartient. Bon, ça paraît facile, connaître toutes ces usines, mais bon, nous, on était 6 territoires, on avait notre foncier, on s'est assemblés. Bien sûr, on connaît tout le foncier, mais le responsable du foncier n'avait pas la possibilité aujourd'hui de localiser l'ensemble de ces bâtiments sur une carte. Bon, alors, il y a ce qu'on appelle la BAN, je ne sais pas si ça vous parle, c'est la base adresse nationale. Donc, on avait localisé, on a des adresses qui existent dans cette BAN, et on a fait matcher les bâtiments et cette adresse. Et en 5 minutes, il avait l'ensemble de sa carte avec son foncier présent avec les informations. Ce service a été fort satisfait de la solution. Mais quand il a présenté, je disais, c'est un peu du bouche à oreille, à un autre service qui lui dit, mais moi je suis RH, j'ai besoin de savoir dans cette direction combien ils sont dans ce bâtiment, quelles sont les directions qui s'y trouvent, etc. Et ainsi de suite, et vous voyez, et donc c'est du donnant-donnant, c'est-à-dire qu'on nous a donné, mais nous, on a restitué quelque chose et on a apporté un plus, et on essaie comme ça. Et la graine passe au fur et à mesure, commence à pousser. Après, il faut quand même faire très attention, parce que la donnée, il faut garantir qu'elle soit fiable et de qualité. Donc, il faut être très vigilant, on ne se permettra pas, nous, de la modifier, mais on la qualifiera avec le service, et le service restera toujours présent. On a un comité data. C'est-à-dire qu'il y a, dans le cadre de ce comité data, tous les mois, des directeurs qui sont présents, des directeurs métiers qui sont consultés pour valider l'ouverture de leurs données telles qu'on l'a présentée. Ils peuvent nous dire non, vous ne mettez pas tout dans l'open data parce que tout n'est pas à mettre. Je dirais, il y a des bâtiments qu'on ne peut pas mentionner. Mais voilà, et je dirais, c'est ce qui fait fonctionner. Après, c'est difficile aussi quand même. Donc, tout n'est pas simple. Cette circulation de la donnée au sein de la ville, on le voit bien même à l'intérieur des services, en fait, a changé un peu le positionnement de la DSI, de la partie innovation, au sens où on n'attend pas les besoins, on va aider, on va prototyper, on va faire plus de alors on fait beaucoup concept. de... Voilà, et finalement, la DSI aide le métier à avancer et à créer ensuite les systèmes industriels. C'est ça. Donc on a des systèmes de type tableau de bord, c'est-à-dire qu'on réalise après carrément des outils, des livrables, quoi. Et notre solution étant, avec la possibilité de mettre sous forme d'e-frame, d'intégrer les résultats dans des sites web ou dans des... en plus, ils peuvent, s'ils ont par exemple un site et qu'ils veulent mettre en avant le côté environnemental, l'implantation des piscines, des parcs, des jardins, etc., on peut en plus leur donner la capacité d'intégrer. Donc, on essaie toujours qu'il y ait, que tous les deux soient gagnants. D'accord, merci pour cet échange. Donc on voit qu'on aborde souvent l'IoT, l'explosion de la donnée, de manière assez classique avec du big data et des certain nombre de sujets. Là, on voit que la donnée circule finalement, que la faire circuler, ça fait évoluer le rôle de la DSI. Peut-être si elle a plus de valeur, plus
plus de cybersécurité, peut-être aussi de nouvelles démarches plus agiles avec les métiers pour travailler avec les métiers. Merci tous les deux. Et puis dans la salle, je ne sais pas ce que ça vous évoque en termes de questions. On a encore le temps de les prendre, même si on atteint le... Oui. Par rapport aux prestataires externes. Est-ce qu'il n'y a pas un sujet de sensibilisation? Est-ce que dans vos entreprises, il y a des formations toutes les strates de l'entreprise, dans tous les départements, pour expliquer que la data, elle est importante, elle doit être partagée au service de l'intelligence collective. Enfin, je sais que le mot transversalité est très galvaudé. Oui, je peux commencer. Oui. Alors on a ce qu'on appelle, alors on a un comité data, ça c'est une chose, on a un cap digital où régulièrement, donc tous les trimestres, bon maintenant c'est plutôt du Teams, mais bon, on essaie de présenter les nouveautés tout en essayant de toucher aussi tous les métiers, parce que une collectivité, ça n'a pas un esprit d'entreprise, de production comme peut-être tu l'as toi. Nous, c'est vrai qu'on intervient dans beaucoup de secteurs, voire même il y a des secteurs qui ne se connaissent pas. Donc on essaie toujours d'avoir des thématiques et des abords métiers, compétences qui vont un peu les solliciter et donc qui vont un peu attirer leur curiosité. Et après il y a beaucoup de travail aussi d'aller voir les services, de faire des démonstrations. Je dirais que 50% de notre temps est consacré encore aujourd'hui à aller dans les services, à leur faire la démonstration. Parfois, on s'investit de sujet, ils nous regardent avec des yeux en disant « mais cette donnée, vous pourriez la faire mieux travailler ». Mais en fait, c'est le but. On essaie de un peu les titiller pour leur dire « on a fait à notre sauce, mais qu'est-ce que vous en pensez ?»« Ah, mais vous pouvez faire mieux et on va vous montrer. » Voilà, et ça démarre de là. Ça ne marche pas à tous les coups, mais on a des séminaires, après aussi, des webinaires, enregistrés qu'ils peuvent utiliser. Voilà, nous, c'est ce qu'on a fait. On a vu des formations aussi se développer dans le domaine de la culture de la donnée. En fait, le terme, c'est exactement celui-là, culture de la donnée dans des collectivités, pour sensibiliser justement à ce qu'on expliquait à travers l'échange du signalement qui passait par la mairie, qui passait au niveau de la métropole, qui allait au niveau de l'opérateur. En fait, il faut quand même mobiliser un certain nombre d'acteurs pour leur dire que chacun de votre petits gestes a de la valeur. La donnée est essentielle. La photo initiale, il ne faut pas la perdre, parce que sinon, celui qui va intervenir à la fin, il avait quelque chose qui permettait de diagnostiquer à distance pour savoir s'il y va pas. Si on ne lui donne pas la photo, il va être obligé d'y aller. Et pour reprendre la photo qu'on avait au début. Voilà. Donc, tous ces petits gestes, c'est sur le travail commun et collaboratif. Avec effectivement une problématique de culture de la donnée, parce que là où, comme tu as une culture de la cybersécurité avec tes patrons d'usine qui, c'était pas un de leurs sujets, il faut que ça devienne un de leurs sujets. Et c'est vrai qu'on le rencontre de plus en plus. Chez Savencia, on a du mal à faire un management transversal de la culture de la donnée, parce que, en fin de compte, du moins, nous sommes des spécialistes de l'IT et on sait très bien que la donnée, c'est le pétrole du XXIe siècle. Simplement, c'est que dans le reste des métiers, si j'ose dire, ils n'en sont pas conscients. Et donc, on va travailler avec eux par le biais de l'usage. C'est-à-dire, en fin de compte, c'est même pas la donnée, c'est qu'est-ce qu'ils vont, au travers du traitement de ces données, récupérer. Donc, c'est l'usage. Donc, on va travailler avec la force commerciale à justement, quand on aura acheté un panel de données auprès de N distributeurs, à voir quelle est l'information qu'on peut récolter avec le marketing. Mais avec les RH, ça sera d'autres types de données. Et avec mes meilleurs amis, vous l'avez compris, de la direction industrielle, c'est qu'à un moment donné, leur expliquer qu'ils vont gagner du temps, mais qu'à un moment donné, ce fameux TRS, ils vont pouvoir l'avoir en temps réel. Le simple fait qu'on benchmark des usines entre elles, ils n'y avaient même pas pensé. Ils sont tellement focalisés sur leur process, sur leur usine et ainsi de suite, que la culture de la donnée, c'était non, il me faut un automaticien en plus pour qu'il aille plus vite pour faire de la maintenance. Et on lui dit, mais rien qu'en captant cette information, cette donnée, au lieu de faire de la réaction face à un incident, tu vas pouvoir même, on a des algorithmes, on travaille aussi avec pas mal d'IA à l'heure actuelle pour faire la prédictabilité d'un potentiel incident, et bien on va pouvoir le mettre à ton niveau. Et c'est l'usage. C'est l'usage. En fin de compte, la donnée, nous on sait qu'elle a une valeur,
mais intrinsèquement, le métier en question ne l'a pas encore perçu, il le voit au travers d'un usage. Il faut parler à chaque fois usage. Oui. La donnée est raffinée et donc transformée au fur et à mesure. Comment vous gérez la responsabilité au final, s'il y a une erreur, comment vous gérez la gouvernance de cette donnée? Il faudrait un responsable ou une responsable de la donnée. Vous avez raison dans les organisations, mais organisations par métier. De la même manière, il y a un DPO, qui justement, donc Data Privacy Officer, qui gère le fait que la donnée privée soit bien gérée. Il pourrait y avoir un Data Quality Officer qui va être garant de la donnée. Mais là, il faudrait le faire métier par métier. La partie RH, la partie process, la partie matière première pour qu'au bout de la chaîne, que ce soit blockchain ou pas, si la donnée est fausse, même dans un blockchain, vous aurez la même donnée fausse à la fin de la blockchain. Donc à un moment donné, c'est quelle responsabilité? La responsabilité, c'est que certaines industries sont quand même engagées auprès d'organismes, auprès de certifications pour que la donnée soit réelle. Il y a des contrôles, il y a des enquêtes. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, cette donnée étant réelle sera aussi remontée beaucoup plus rapidement auprès des auditeurs, pour analyser ça en temps réel. Alors qu'avant, c'était sur des énormes documents. Avant, il y en a encore. Et ils devaient lire tout ce qui avait été écrit par les fameux techniciens qui perdaient 30% de leur temps par jour à ressaisir cette information. Donc tout le monde y est gagnant. Mais on va donner de l'information, sur les rejets il y a potentiellement aussi dans certains endroits pour avoir la qualité en temps réel de ces données. Oui. De transparence pour pouvoir afficher la formulation à un consommateur. On a des règles, des réglementations selon on présente ça en France, aux États-Unis ou en Europe, en Chine. Et donc on a des normes différentes. Donc là, il y a un travail de transformation qui est déjà fait. Et après, ça passe dans un marketing où il faut afficher en respectant les règles, mais en racontant une histoire. Et petit à petit, c'est la même donnée, mais elle s'est transformée au fur et à mesure avec des métiers différents. Et à la fin, s'il y a une erreur, on se demande où était l'erreur. Vous avez totalement raison, et c'est même avant le marketing. Parce que vous avez dit, on met la composition de notre parfum, de votre parfum. Nous, on va mettre la composition de notre produit, de notre fromage, et ainsi de suite. Mais il y a une chose que vous n'allez jamais partager. Jamais. C'est la recette. Vous pouvez mettre les ingrédients de votre parfum. S'il n'y a pas la recette, personne ne peut vous copier. Simplement un spectromètre de masse pour analyser ce genre de choses. J'étais aussi dans l'industrie du parfum, donc il y avait les faussaires pratiques comme ça. Mais tant que vous n'avez pas la recette, la donnée n'a pas de valeur. Donc, et vous l'écrivez, après que le marketing il mette sa sauce pour raconter l'histoire et à un moment donné, ne pas appeler un nom anxiogène de l'ingrédient, ne pas le mettre et lui mettre une connotation saveur à la banane, mais qu'en fin de compte, c'est un colorant avec un nom qui effectivement un peu fait peur. Ça, c'est le marketing. Mais vous ne mettrez jamais la recette. Merci. Peut-être pour terminer sur cette question-là, effectivement, on bascule d'une DSI qui était quand même très organisée sur les fonctions, l'urbanisation et autres, tout ça, ça référence à des fonctions, à des domaines, à peut-être une DSI qui doit peut-être plus se poser la question de la gouvernance de la donnée et de la réorganisation autour de sa donnée et autour de ces flux de données. Voilà. Alors, la DSI est forcément impliquée dedans, mais oui, c'est forcément au métier de le faire. Bien sûr, c'est une voilà, et peut-être la DSI est animatrice du réseau des responsables données ou des coordinateurs données dans chacun des départements. On a déjà vu ce type d'organisation. Mais c'est vraiment la transformation qui est en cours, et l'IoT et les développements autour de l'IoT et de ces flux, c'est ce que ça va amener, c'est ce que ça a amené derrière. La donnée a plus de valeur finalement que la fonction. On va vous libérer et rester sur cette conclusion. Merci de votre attention. Il y aurait plein de choses à dire encore et ce sera pour la prochaine fois. Merci. Merci.